Faut pas croire ce qu'on voit. C'est de la connerie à tous les coups. Non, faut croire ce qu'on regarde. Et je ne parle pas de regarder le 20h ou si le reste du lait. Je parle de regarder avec cette chose que vous avez au fond des yeux, derrière, celle qui vous donne des idées et des histoires et des envies de falaises et de vent. Vraiment, il faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est comme la patronne derrière sa caisse. En la voyant, on se dit, c'est une sorcière. Bon, ça, je vous l'accorde, on fait difficilement plus sorcière. Manque plus que la pomme rouge et on se croirait chez Blanche-Neige. Mais en vérité, quand on la connaît, elle n'est pas si vilaine. La plus gentille personne de Nice, même. Enfin, je ne le dis pas trop fort, si elle m'entend, je me fais virer du salon. Alors oui, les chaises ont l'air vides, mais regardez mieux. Les théières, d'après vous, elles montent et descendent toutes seules? Et les tasses, elles sont bues comme ça, par évaporation? Allons, un peu de sérieux. Ce sont les fantômes, bien sûr. Les fantômes de Nice qui se servent le thé et se le boivent. Vous comprenez maintenant pourquoi la patronne vous a fait asseoir avec moi. Il n'est jamais vraiment désert, son salon. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Bonjour, je suis Chris Wuklizevic, l'autrice du roman Du thé pour les fantômes. Ce roman, il commence donc par la voix que vous venez d'entendre, celle du narrateur, qui vous accueille dans un salon de thé. Alors, vous êtes en vacances à Nice, sur la Côte d'Azur, il pleut dehors. Vous attendiez à avoir un meilleur temps, mais il arrive qu'il pleuve même là-bas. Et quand ça arrive, c'est pour de bon. Et donc vous vous réfugiez dans ce petit salon de thé de la vieille ville et vous rencontrez ce vieil homme, ce local qui habite dans le coin, qui va vous raconter une histoire tout un après-midi en attendant que la pluie s'arrête. Et l'histoire qu'il va vous raconter, elle concerne la sorcière qui se trouve derrière le comptoir, dont le nom est Agonie, et sa sœur Félicité qui était passeuse de fantômes. En fait, si vous mourrez et que vous êtes en train de parler à ce moment-là et que la mort vous interrompt, eh bien vous devenez un fantôme. Et le travail de Félicité, c'est donc de trouver les fantômes, de découvrir ce qu'ils voulaient dire et de prononcer leurs derniers mots à voix haute à leur place pour qu'ils puissent mourir pour de bon. Finalement, le rapport à la parole et au non-dit est au cœur même de ce roman. L'écriture est très orale, bien sûr on a la voix de ce narrateur qui raconte l'histoire, mais le narrateur va, à travers son récit, rapporter les paroles d'autres personnages dans des récits enchâssés. Vous allez entendre d'autres voix, de personnages morts ou vivants, et chacun de ces personnages va exprimer sa propre vérité à propos d'un protagoniste central, d'une protagoniste, puisque c'est Carmine, la mère d'Agonie et Félicité, dont elles ont traqué le fantôme il y a de nombreuses années de cela. Et au cours de cette quête, elles ont dû se dire des choses qui étaient restées dans le non-dit depuis très longtemps. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, moi aussi j'ai lutté avec ma propre voix. En fait, je voulais donner à ce narrateur une voix très spontanée, très libre et authentique, dans le sens où il s'agit de ma véritable voix intérieure. Mais coucher cette voix-là sur le papier et la donner à lire aux gens, c'était terrifiant. C'est un acte très personnel, très vulnérable. Cette voix, elle a ses aspérités, elle n'est pas parfaitement lisse, elle a des formes, des structures qui ne sont pas toujours consensuelles, ni même justes, mais c'est la mienne. Et elle est imprégnée de la voix d'autres personnes, de celles qui m'ont raconté des histoires quand j'étais petite, des voix du sud de la France avec leur accent, leurs impropriétés, leur humour, leur poésie, leur musicalité aussi. Et il y a un livre notamment qui m'a aidée dans cette démarche, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline, parce que j'y ai compris le bouleversement que ça pouvait être quand on parvient à assumer totalement son propre rythme, sa propre musique intérieure, même si cette musique peut paraître dissonante pour certains lecteurs. Et ce livre-là m'a montré que quand un auteur a le courage d'exprimer sa propre voix dans un texte, de se mettre à nu de manière aussi vulnérable, eh bien les lecteurs le ressentent et ils se sentent, je crois, liés à l'histoire de manière encore plus intime, plus profonde, parce qu'ils savent qu'on leur a donné accès à un fragment de pure vérité. Un peu comme Félicité, au fond, quand elle entend les derniers mots d'un fantôme et qu'il lui révèle quelque chose de profondément vrai sur la personne qu'il était. Ou comme le dit Joyce Carol Oates, la voix individuelle, c'est la voix commune, et la voix régionale, c'est la voix universelle. Et pour conclure, je vais laisser le dernier mot au narrateur de Du thé pour les fantômes. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas mentir. Je vous donnerai toutes les vérités de ceux qui ont vécu cette histoire. Et comme je ne dirai que le vrai, il n'y aura sans doute là-dedans pas grand-chose de réel. Vous voilà prévenu.